Bienvenue. Cette vidéo est un cours de marketing complet, condensé. Regardez-la de bout en bout et dans 90 minutes, vous aurez des fondements de marketing solides. Nous allons couvrir les bases du marketing, le marketing stratégique, le marketing digital et le e-commerce. Et si vous voulez aller plus loin, tapez stratègemarketingpro.com et mettez la main sur les mêmes techniques que des gens ordinaires ont utilisées pour démultiplier et catapulter leurs résultats. Allez sur stratègemarketingpro.com. Mais commençons tout de suite par les bases du marketing. Dans ce tutoriel, vous allez voir les principales étapes d'une démarche marketing. Nous aurons un aperçu des éléments suivants: la segmentation, le ciblage, le positionnement, l'analyse SWOT, le marketing mix, le plan marketing, la matrice BCG, les 5 forces de porteur et l'analyse des résultats. Commençons par la segmentation. Plutôt que de ratisser large en visant l'ensemble de votre marché avec des résultats médiocres, vous pouvez découper votre marché en segments et améliorer votre performance. Un segment est un groupe homogène de personnes enclins à utiliser vos produits et attractifs en termes de chiffre d'affaires. La segmentation sera effectuée en cherchant des caractéristiques homogènes partagées par un nombre signifiant de personnes. Soit des caractéristiques comme leurs besoins spécifiques, leurs données socio-démographiques, géographiques ou encore leur comportement d'achat. Évidemment, il faudra veiller à ce que chaque segment ait une taille critique et qu'il soit rentable pour être légitime. Vous pourrez ainsi adapter votre offre et votre communication à chaque segment que vous avez identifié. Illustrons ceci avec un exemple simple. Si vous êtes un spa, vous pouvez segmenter votre marché de la manière suivante: la clientèle féminine jeune qui souhaite un moment de bien-être, la clientèle féminine senior qui désire avoir des soins de beauté, les femmes actives qui aimeraient se détendre ou encore les hommes qui souhaitent éliminer leur stress. Validez ensuite que chaque segment est opérationnel, c'est-à-dire qu'il est facile de le cibler et que sa taille est suffisante pour dégager un profit intéressant. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à personnaliser l'offre. Des massages pour la clientèle féminine jeune en recherche de bien-être, des prestations de soins de la peau pour les dames plus âgées qui cherchent des prestations de beauté, un séjour thermo pour les femmes actives qui veulent se détendre et un séjour relaxant pour les hommes stressés. La segmentation vous permet de créer l'offre parfaitement adaptée à chaque segment du marché que vous visez pour optimiser vos efforts marketing. Plus vous concentrez vos efforts sur une cible précise, plus la productivité de vos investissements marketing sera élevée. Tout l'enjeu consiste à déterminer un cœur de cible clair, identifiable et atteignable qui veuille acheter vos produits. Alors, comment définir votre cible marketing ? Une partie de la réponse se trouve dans la segmentation, c'est-à-dire le groupe homogène de personnes de votre marché le plus enclin à utiliser vos produits. Mais vous pouvez aussi examiner les points communs de vos meilleurs clients actuels pour déterminer votre cœur de cible. C'est le moment de créer un portrait de votre client idéal, aussi nommé avatar ou persona. Il s'agit de dresser le profil de ce client pour mieux le cibler, le comprendre et le convaincre. Commencez par donner un nom à votre client idéal pour mieux vous le représenter. Ensuite, identifiez tous les critères socio-démographiques de votre client. Cela permettra d'affiner votre ciblage, c'est-à-dire le sexe, l'âge, la composition du ménage, le lieu où il ou elle réside, sa profession et son niveau d'études. Trouvez ses centres d'intérêt principaux et secondaires. Identifiez sa consommation des médias. Faites l'inventaire de ce qu'il ou elle lit, les livres mais aussi les magazines ou les journaux. Les émissions qu'il regarde ou écoute, les influenceurs ou leaders d'opinion qu'il suit et les films qu'il aime. Demandez-vous quels sont les rêves et désirs cachés de votre client.
Que souhaite-t-il atteindre, devenir ou surmonter? Enfin, trouvez les problèmes et les obstacles qui se dressent devant votre client et l'empêchent d'atteindre son objectif. Demandez-vous ce qui le retient de vivre pleinement et sereinement. Quels sont les soucis qui l'empêchent de dormir la nuit? Maintenant que vous avez dressé le portrait ou l'avatar de votre client, vous disposez de tout ce qu'il faut pour le cibler. Il ne vous reste qu'à le convaincre, lui procurer de la valeur pour son plus grand bénéfice et le vôtre. Pour être distinctif, relevant et devenir incontournable, vous devez occuper une place de choix dans l'esprit de vos consommateurs. C'est là qu'intervient le positionnement marketing. L'esprit humain caractérise et catégorise tout ce qu'il considère pour traiter le plus d'informations possible. En tant que stratège marketing, vous allez contrôler la manière dont vous êtes perçu par vos clients, en vous positionnant sur un angle qui vous différencie de vos concurrents. Prenons un exemple simple. Lorsque les ingénieurs automobiles ont créé la direction assistée, les constructeurs pouvaient positionner leurs véhicules pourvus de direction assistée de différentes manières, soit en adoptant l'aspect sécuritaire ou en choisissant l'angle du confort de conduite amélioré. C'était un exercice de positionnement. Alors, comment vous positionner? Identifiez les deux dimensions qui comptent le plus pour vos clients et pointez les attributs de vos produits qui répondent le mieux à ses besoins. Vous pouvez vous aider d'un mapping sur lequel vous placerez les deux dimensions et tous les produits concurrents. Il ne reste plus qu'à trouver une position unique qui vous différenciera du reste du peloton. Ce sera votre positionnement marketing. Une analyse SWOT est un diagnostic pour mieux identifier vos options stratégiques et vos actions marketing. SWOT est un acronyme anglais qui signifie force, strengths, faiblesse, weaknesses, opportunités, opportunities et risques, threats. Vous allez déterminer le contenu de ces 4 facteurs pour obtenir le diagnostic et décider de vos actions. Les forces, ce sont les domaines dans lesquels vous êtes objectivement meilleur que la moyenne des autres acteurs de votre secteur. Vos forces peuvent être constituées de barrières à l'entrée comme des savoir-faire que vous avez, des brevets ou tout autre avantage qui vous donne une avance. Les faiblesses, ce sont les domaines dans lesquels vous êtes objectivement moins bon que vos concurrents. Vous pouvez aussi identifier des lacunes ou d'autres manquements comme des limites de ressources. L'analyse de vos forces et faiblesses constitue les facteurs internes à votre activité. Vous allez ensuite analyser les facteurs externes, c'est-à-dire vos opportunités et vos risques. Les opportunités, ce sont les leviers extérieurs sur lesquels vous appuyez pour obtenir un avantage ou une nouvelle perspective de croissance. Cela peut être l'ouverture d'un nouveau marché. Les risques, ce sont les menaces externes qui pèsent sur votre croissance ou même l'intégrité de votre activité. Par exemple, des règlements, des évolutions technologiques ou des nouveaux concurrents. Vous avez maintenant l'analyse SWOT complète. Prenons un exemple simple. Vous êtes plombier indépendant en milieu de carrière. Vos forces, c'est votre expertise technique, votre curiosité pour les nouvelles technologies et votre réputation bien établie. Votre faiblesse, c'est surtout votre état physique qui vous empêche de travailler davantage et plus vite. Les opportunités, ce sont les nouvelles solutions technologiques de plomberie qui arrivent sur le marché et que vous connaissez déjà, comme les boîtiers pour détecter les fuites d'eau à distance. Les risques, ce sont les nouveaux entrants, les jeunes plombiers qui travaillent plus vite, font davantage de volume et parfois cassent les prix pour combler leur manque de réputation. Basé sur ce diagnostic, vous pourriez choisir de vous orienter sur un nouveau créneau porteur comme la plomberie connectée en devenant spécialiste du domaine, ce qui vous permettra d'augmenter vos tarifs, de créer une barrière à l'entrée et peut-être même de vous ménager physiquement.
Qu'est-ce que le marketing mix? Il s'agit de la combinaison des composants de la commercialisation d'un produit. À l'origine, il y avait 4 composants, les 4 P du marketing que voici. Le produit, c'est l'objet qui est commercialisé ainsi que tous ses attributs, y compris son emballage et les éventuels services qui sont associés. Le produit n'est pas forcément physique, il peut prendre la forme d'un logiciel ou d'un service. Le prix, c'est le tarif auquel le produit ou service est vendu. La place ou la distribution, il s'agit du canal par lequel le produit est acheminé vers le client. La distribution peut être directe ou effectuée par le biais d'intermédiaires. La promotion, ce sont toutes les actions de communication du produit auprès de la bonne cible, avec les médias adaptés. Pourquoi un marketing mix? Imaginez une pizza. L'on peut y ajouter du fromage, de la viande, des olives et même un peu de verdure. Changez la quantité de chaque ingrédient et la pizza sera différente. L'enjeu est de les mélanger pour aboutir à une succulente pizza. Le marketing mix est pareil. Chaque composant que vous modifiez influence le tout. Ainsi, un meilleur produit aura un impact sur le prix. Vous pouvez changer la communication, ajouter un canal de distribution et le mix sera différent. L'enjeu consiste à trouver le marketing mix optimal pour maximiser les ventes en améliorant les marges. En résumé, les 4 composants de base du marketing mix sont le produit, le prix, la promotion et la place ou la distribution. Le plan marketing magique. Après avoir fait un bilan complet de vos activités, de l'état de votre marché et défini les forces sur lesquelles vous appuyez, les faiblesses à améliorer, les risques dont il faut tenir compte et les opportunités à exploiter, définissez votre objectif quantifiable et mesurable. Par exemple, augmentez votre chiffre d'affaires de 3%. Une fois que vous avez fixé votre objectif, vous pouvez déterminer les axes stratégiques. Un axe stratégique est un pilier indispensable qui soutient votre objectif. Quelques exemples d'axes stratégiques. Préempter le segment des 15-25 ans. Recruter de nouveaux clients ou encore fidéliser des consommateurs existants. Si le but de votre plan est de générer une récolte de pommes avec un pommier, votre objectif sera l'ensemble des pommes de l'arbre. Chaque branche du pommier sera l'un de vos axes stratégiques. Sous chaque axe stratégique, vous allez définir une liste d'activités que vous allez disposer chronologiquement sur 12 mois. N'oubliez pas de définir des objectifs chiffrés pour chaque activité. Lorsque votre plan est prêt, il ne vous reste qu'à l'exécuter. Comment justifier sur quel produit vous allez allouer vos ressources? Vous pouvez utiliser la matrice du Boston Consulting Group, aussi appelée matrice BCG, inventée par Bruce Henderson. Sur un premier axe, placez la part de marché relative de chaque produit. Vous divisez simplement votre part de marché par celle du leader ou du numéro 2 si vous êtes leader afin d'obtenir la part de marché relative. Les produits leaders auront une part de marché plus importante. Viendront ensuite les suiveurs. Sur le second axe, vous placerez le taux de croissance du marché. Soit le marché croît faiblement, il stagne, soit il est en croissance. Vous pouvez ainsi placer vos produits en fonction de leur part de marché relative et de la croissance de leur marché respectif. La taille des bulles représente la contribution en chiffre d'affaires de chaque produit. Vous obtenez ainsi une matrice sur laquelle vous pouvez représenter 4 cadrans qui indiquent l'aptitude de chaque produit à générer des liquidités en fonction de la croissance de son marché et de sa part de marché relative. Si vous vous situez sur un marché en croissance et que vous êtes leader, vous avez une vedette. Le produit nécessitera des ressources et des investissements pour poursuivre sa croissance. Si vous êtes leader mais que le marché stagne, vous avez une vache à lait. Ce produit demande peu de moyens et génère beaucoup de cash. Si vous vous situez sur un marché en croissance mais que vous avez une mauvaise part de marché, vous avez un dilemme. Sans investissement important, vous ne gagnerez pas de part de marché. Si vous êtes sur un marché en stagnation et qu'en plus vous avez une petite part de marché, vous avez un poids mort. Il n'y a pas de croissance sur ce marché, sur lequel vous n'êtes pas leader.
Délaissez les poids morts. Utilisez les vaches à lait pour financer les dilemmes afin d'en faire des vedettes. Michael Porter, auteur du livre L'avantage compétitif, a créé un modèle qui redéfinit la notion de concurrence. Il s'appuie sur 5 forces qui influent sur vos affaires. 1. Le pouvoir de négociation des clients, plus ou moins grand selon leur nombre et leurs forces respectives. 2. Le pouvoir de négociation des fournisseurs. Il varie s'ils sont nombreux, s'ils ont un savoir-faire unique ou s'il existe une autre offre similaire. 3. La menace des produits de substitution. Ce sont les alternatives à votre offre, comme Uber qui se substitue au taxi traditionnel. 4. Le risque de nouveaux entrants sur le marché. C'est l'arrivée d'un nouveau concurrent comme Tesla sur le marché automobile. 5. L'intensité de la rivalité entre les concurrents. Plus cette rivalité est vive, plus le marché est difficile. L'on parle aussi d'une 6e force. Elle est définie par les normes, les règles et la législation qui influencent également les affaires. Cette force ne figure toutefois pas dans le modèle original de Porter. L'évaluation de la structure de ces forces va vous permettre de définir les grands axes stratégiques. Vous allez capter des profits en évitant qu'ils ne soient grignotés par l'influence des forces qui règnent sur votre marché. Alors comment utiliser le modèle des 5 forces de Porter? Tout d'abord, analysez le poids de chacune de ces forces. Plus leur poids est important et plus la marge de manœuvre des acteurs de votre marché est limitée. Lorsque vous découvrez un moyen de mitiger l'impact de l'une de ces forces, vous obtenez un facteur clé de succès. Prenons un exemple. Imaginons que vous ayez une appli avec des exercices de yoga. Vos clients sont très nombreux et dispersés et leur pouvoir est donc moindre. Vos fournisseurs sont des instructeurs de yoga reconnus. Ils sont peu nombreux et leur pouvoir de négociation est élevé. Les produits de substitution sont des livres, des autres vidéos de yoga sur YouTube ou même des cours privés. Leur pouvoir est important. Le risque de nouveaux entrants sur ce marché. De nouvelles applis peuvent apparaître, mais vous avez l'avantage d'être déjà connu. Leur pouvoir est donc moyen. L'on dira que l'intensité de la rivalité des concurrents sur ce marché du yoga est moyenne. En regardant le résultat, vous pouvez hiérarchiser les 5 forces de Porter et mitiger chacune d'elles. Par exemple, les forces les plus importantes. Comment mitiger la force des produits de substitution? En créant vous-même un avantage compétitif, en vous spécialisant dans un domaine en vogue comme le yoga pour les professionnels stressés. Là, vous avez moins de concurrents et votre spécialisation est un facteur clé de succès. Et comment mitiger la force des fournisseurs? En créant un label de qualité que les profs de yoga pourront faire valoir, étant sélectionnés comme partenaires de votre appli. Ils perdent le label s'ils arrêtent de collaborer avec vous. Cela équilibre les forces et vous procure de la notoriété. Évidemment, vous pouvez trouver d'autres facteurs clés de succès. Mais dans cet exemple, vous avez maintenant 2 nouveaux avantages compétitifs grâce au modèle des 5 forces de Porter. Au début de votre démarche marketing, vous aurez défini des indicateurs clés de performance de votre activité, ainsi que des objectifs pour chaque indicateur. Vous allez les suivre et mesurer constamment vos progrès par rapport à votre objectif. Ces indicateurs peuvent être l'évolution du chiffre d'affaires ou du profit de votre activité, votre part de marché en valeur ou en volume, le nombre de nouveaux clients recrutés, le taux de réachat de vos clients existants, la taille des transactions d'achat, et ainsi de suite. Si vous remarquez que vous n'atteignez pas votre objectif, définissez des actions correctrices pour combler cet écart, comme une promotion spéciale par exemple. Au final, vous pouvez ajouter tous vos indicateurs dans un tableau de bord, ce qui vous permettra de suivre l'évolution de votre affaire au plus près et de mieux gérer vos opérations marketing. Le marketing stratégique. Marketing stratégique. Voici 6 outils pour vous aider à définir et affiner votre stratégie marketing. Comment identifier des nouvelles possibilités de croissance de vos activités avec la matrice hands-off. Comment capter 100% de votre marché.
comment analyser l'attrait de vos activités avec la matrice ADL. Mieux comprendre l'environnement macro dans lequel évolue votre activité avec l'analyse Pestel. Vous saurez dans quel domaine investir et quel autre domaine il est préférable de laisser tomber avec la matrice McKinsey. Et comment effacer la concurrence avec la stratégie Océan Bleu. Mais commençons par identifier des nouvelles possibilités de croissance de vos activités avec la matrice Hands-Off. Où se situent les possibilités de croissance pour votre activité? Pour répondre à cette question, vous pouvez utiliser la matrice d'Igor Hands-Off, aussi appelée matrice Hands-Off ou matrice produit-marché. Vous définirez deux dimensions. La première en abscisse concerne les évolutions potentielles en termes de produits, avec les 3 critères de produits déjà existants, de produits modifiés ou de nouveaux produits. La seconde en ordonnée représente les développements possibles en termes de marché, avec les 3 critères de marché déjà existants, de marché élargi ou de nouveaux marchés. Vous obtenez ainsi un tableau. Il vous permet, à partir de vos produits et marchés existants, d'identifier toutes vos possibilités de croissance. Remplissons ce tableau en prenant l'exemple d'Apple. Avec vos produits existants dans un marché dans lequel vous êtes déjà présent, vous pouvez augmenter votre pénétration et gagner plus de parts de marché. Apple a ainsi vendu plus de Mac dans son marché initial d'ordinateurs personnels, augmentant sa pénétration auprès des utilisateurs d'ordinateurs. Avec vos produits existants, vous pouvez vous rendre dans de nouveaux marchés, comme lorsqu'Apple a distribué ses Mac dans de nouveaux territoires géographiques, ou encore trouver des nouveaux segments de clientèle. Lorsqu'Apple a commencé à pénétrer le segment des entreprises, la société s'est diversifiée en captant un nouveau segment de clients professionnels. Vous pouvez aussi modifier vos produits actuels et les vendre dans vos marchés existants. C'est ainsi qu'Apple a par exemple créé d'autres types d'ordinateurs comme l'iMac, un Mac plus abordable pour élargir sa cible. Ou encore, trouver de nouveaux marchés pour vos produits modifiés. L'iMac, avec son prix d'entrée de gamme, a ainsi séduit une nouvelle clientèle plus jeune et qui avait moins de pouvoir d'achat. Ou des nouveaux segments de clientèle. La marque à la pomme a ainsi, grâce à ses ordinateurs portables MacBook Pro, séduit des nouveaux segments de consommateurs nomades. Et vous pouvez proposer de nouveaux produits à votre marché existant. Ça a été le cas lorsqu'Apple s'est lancé dans les smartphones. Visez de nouveaux marchés avec vos nouveaux produits. Lorsqu'Apple a lancé sa gamme d'iPod et sa plateforme iTunes, il a ouvert un tout nouveau marché. Ou encore, des nouveaux segments de clientèle. Grâce à ces nouveaux produits, iPod ou iPhone, Apple a séduit de nouveaux segments de clients, y compris certains qui ne se seraient jamais convertis aux ordinateurs Mac. En considérant cette matrice, vous avez donc 3 axes de développement. L'axe horizontal, qui représente un développement produit, l'axe diagonal, qui représente une diversification, et l'axe vertical, qui représente un développement de marché. En définitive, grâce à cette matrice, vous pouvez soit définir plusieurs pôles de croissance marché-produit, soit proposer une nouvelle offre à vos marchés existants, ou proposer votre offre existante sur de nouveaux marchés. Votre problème, c'est que vous n'êtes pas le seul sur votre marché. Vous avez plein de concurrents qui grignotent chacun leur part. Alors, comment pouvez-vous vous immuniser définitivement contre cette concurrence et avoir instantanément 100% de votre marché pour vous tout seul? C'est ce que nous allons voir maintenant. La première chose que vous devez retenir, c'est qu'il n'y a pas de différence entre la perception et la réalité. Ce que chacun perçoit, c'est sa réalité. Actuellement, vos prospects ont la perception que vous vous situez dans le même domaine que vos concurrents. Vous êtes boulanger comme les autres boulangers, vous vendez une crème hydratante comme les autres crèmes hydratantes, vous êtes coiffeur comme les autres coiffeurs, etc. Si vous voulez avoir 100% de votre marché pour vous tout seul, il faut changer cette perception et créer votre propre marché dans lequel vous êtes le seul. Reprenons l'exemple du coiffeur. Vous êtes coiffeur.
mais dans votre zone de chalandise, c'est-à-dire le périmètre dans lequel se situent vos clients. Vous avez plein de concurrents coiffeurs. Alors comment être le seul? Vous allez devenir dissociable et unique. Voici la recette étape par étape pour y parvenir. 1. Tout d'abord, redéfinissez clairement votre segment de marché. Les coiffeurs s'adressent aux dames, aux hommes ou aux enfants. Vous vous adresserez aux personnes qui veulent renouveler leur image à travers une coupe de cheveux. 2. Trouvez un nouveau nom pour désigner votre métier ou votre produit. Vous ne vous désignez plus comme coiffeur, mais allez, mettons comme créateur capillaire. Plus votre nom est unique et fait rêver, mieux c'est. 3. Adaptez votre produit ou votre service. Modifiez votre produit s'il s'agit d'un objet physique en le revalorisant ou réenchantez l'expérience que vous offrez à vos clients si vous proposez un service. L'expérience chez un coiffeur commence par identifier le besoin du client, puis un shampoing, puis une coupe, puis un autre shampoing. En tant que créateur capillaire, vous pourriez par exemple commencer par faire un diagnostic d'image complet à vos clients, puis des simulations de création capillaire sur ordinateur sur la base de photos ou même de vidéos, et enfin la création capillaire, c'est-à-dire la coupe de cheveux, tout en proposant à vos clients un suivi de leur image sur 6 mois ou sur 1 an pour garder vos clients sur la durée. 4. Changez votre manière de communiquer. Redéfinissez votre propre image pour être unique. Une image qui colle avec votre nouveau nom et votre nouveau positionnement. Et maintenant, retournons sur votre zone de chalandise. Ah, bonne nouvelle! Vous êtes le seul créateur capillaire à la ronde et vous avez 100% de votre marché. En résumé, obtenir 100% de votre marché consiste à vous rendre dissociable, unique, incomparable à l'aide de ces 4 étapes simples. 1. Redéfinir votre segment de marché. 2. Trouver un nouveau nom qui vous désigne. 3. Adapter votre offre, vos produits ou services en conséquence. 4. Communiquer différemment. Et le petit bonus dans tout ça, c'est que vous pouvez augmenter vos prix, puisque vous apportez aussi plus de valeur perçue à une cible de consommateurs mieux définie et que vous n'avez plus aucun concurrent. Comment analyser l'attrait de vos activités ou de votre portefeuille de produits? Vous pouvez employer la matrice ADL, acronyme pour Arthur D. Little, du nom du cabinet de conseil américain qui l'a inventé. L'on commence par évaluer les phases de maturité de l'activité. En effet, les besoins financiers vont différer en fonction de ces phases. La phase de démarrage, qui va nécessiter de l'investissement dans des produits, de la technologie et des licences. La phase de croissance, où l'on doit développer l'activité avec des investissements lourds. La phase de maturité, dans laquelle les coûts sont optimisés, et la phase de déclin, qui consiste à rationaliser l'activité et à réduire les coûts. Ensuite, l'on évalue sa position concurrentielle, de dominante à marginale. La rentabilité augmente de manière concomitante à la force de la position concurrentielle de l'activité. Le risque de concurrence décroît logiquement en fonction de la force de la position de l'activité sur le marché. Cela nous donne une matrice. L'on peut y distinguer 3 zones. La zone de développement naturel. En regard du degré de maturité, l'on a ici une position concurrentielle qui est forte. Il faut donc continuer à développer ces activités tout au long de leur phase de maturité. La zone de développement sélective. La position concurrentielle est moyenne à faible. Ici, il faudra améliorer sa position sur le marché pour faire remonter l'activité dans la première zone. La zone d'abandon. Il s'agit d'activités dont il faudra se départir. La position concurrentielle est trop faible pour être tenable. La matrice ADL vous permet ainsi, en un coup d'œil, d'avoir une vision claire de votre portefeuille de produits ou d'activités. L'environnement large ou macroéconomique a forcément une influence sur votre activité. Mais laquelle exactement? Pour répondre à cette question, vous pouvez utiliser l'analyse Pestel. Il s'agit d'un modèle qui permet de jauger l'influence des facteurs de l'environnement large dans lequel vous évoluez. Les facteurs considérés dans le modèle Pestel sont les suivants: politique,
la stabilité politique de votre pays ou région, mais aussi l'évolution de sa politique fiscale. Économique. Le cycle économique dans lequel vous vous situez. Est-ce une période de croissance ou de récession? Y a-t-il de l'inflation, c'est-à-dire une hausse des prix et une perte de pouvoir d'achat? Comment évolue le revenu disponible des ménages? Socio-culturel, c'est-à-dire la démographie, la structure des ménages et le niveau d'éducation ou encore la distribution des revenus. Technologique, comment évoluent les grandes tendances technologiques et quelles influences ces évolutions peuvent-elles avoir sur votre activité? Environnemental, quelles sont les nouvelles lois pour protéger l'environnement et comment évolue l'opinion publique à ce sujet? Légal, le cadre réglementaire change. Comment est-ce que les nouvelles normes, lois ou législations peuvent impacter vos affaires? Une fois que vous avez une vision claire de votre analyse Pestel, vous pouvez identifier les variables dites pivots, c'est-à-dire les facteurs d'influence les plus structurants de votre marché. Prenons un exemple simple. Vous êtes créateur d'applications dans un pays en voie de développement. L'analyse Pestel montre que, au niveau politique, l'environnement est stable, mais la politique fiscale risque d'évoluer en votre défaveur. Au niveau économique, votre pays est sujet à de l'inflation, et vu sa croissance, elle est là pour durer. Cela va vous conduire à augmenter vos tarifs. Au niveau socio-culturel, vous vous attendez à une hausse du niveau d'éducation et à une diminution de la taille des ménages. Au niveau technologique, c'est un environnement qui évolue très vite et qui est difficile à prévoir. Il vous pousse à vous former sans cesse pour rester au top de votre domaine. Au niveau environnemental, la conscience écologique augmente, ce qui pousse votre gouvernement à légiférer de plus en plus. Au niveau légal, vous vous attendez à une augmentation du nombre de normes et de lois, surtout dans votre domaine qui est relativement nouveau. Les variables pivots qui structurent votre marché sont donc économiques, technologiques et légales. Vous devrez anticiper l'évolution de ces environnements larges avec un point de vigilance, plus particulièrement sur les variables pivots. Vous êtes actif dans différents domaines d'activité stratégique? Comment savoir dans quel domaine investir et quel autre domaine il est préférable de laisser tomber? En utilisant la matrice McKinsey, aussi connue sous le nom de matrice attrait-atout, vous allez considérer deux dimensions. Tout d'abord les attraits du marché, c'est-à-dire la taille du marché, sa croissance, l'intensité de la concurrence, la rentabilité et la valeur que représente ce marché pour votre entreprise. L'autre dimension, ce sont vos atouts concurrentiels, notamment votre part de marché et son évolution, mais aussi la fidélité de vos clients, vos avantages intrinsèques, votre structure de coûts, la qualité de vos produits et tout autre atout que vous pouvez déterminer. Placez ces deux dimensions sur deux axes. En abscisse vos atouts concurrentiels et en ordonnée les attraits du marché. Chaque axe a 3 positions, fort, moyen et faible, ce qui vous donne 9 cases. Si les attraits et vos atouts sont forts, vous allez tout faire pour maintenir votre position dominante. Si vos atouts sont moyens mais que les attraits sont forts, vous allez vous battre pour améliorer votre position. Si vos atouts sont forts mais que les attraits sont moyens, vous maintiendrez simplement votre position. Si les attraits sont faibles, mais que vous avez une forte position concurrentielle, c'est-à-dire beaucoup d'atouts, vous allez rentabiliser au maximum. Pour des attraits et des atouts moyens, vous choisirez de rentabiliser prudemment. Si les attraits sont forts, mais que vos atouts sont faibles, vous allez soit doubler vos investissements pour rattraper votre retard, soit abandonner. Évidemment, si vos atouts et vos attraits sont faibles, il faudra désinvestir et abandonner. De même, si vos atouts sont moyens et que les attraits sont faibles, vous choisirez aussi de désinvestir. Enfin, si les attraits sont moyens mais que vos atouts sont faibles, vous vous retirerez progressivement et sélectivement. Une fois que vous avez analysé les attraits du marché et vos atouts concurrentiels, vous pouvez placer vos domaines d'activité stratégique sur la matrice. La taille du cercle représente la taille du marché. À l'intérieur de ce cercle, vous pouvez représenter votre part de marché.
Ensuite, évaluez les tendances de chaque domaine d'activité et effectuez des simulations. Pour finir, quelle position devrait avoir chaque domaine d'activité et quelles actions spécifiques sont nécessaires pour y parvenir. Vous voyez, cet outil très complet permet d'évaluer vos domaines d'activité stratégiques et plus particulièrement de savoir sur lesquels vous concentrer. Comment créer un nouveau marché sans concurrence? Chan Kim et René Mauborgne, auteurs du best-seller The Blue Ocean Strategy, ont constaté que la plupart des entreprises se battent contre la concurrence dans leur industrie native. Une bataille intense dans un océan rouge. Pour fuir cet océan rouge, vous pouvez créer des innovations profitables qui vous feront évoluer dans un marché où vous êtes seul. C'est votre océan bleu, un endroit où personne ne vous fait concurrence. Pour cela, il s'agit de créer une innovation valeur. The Body Shop, par exemple, a su créer son propre océan bleu en positionnant sa gamme de produits naturels et abordables face à des concurrents prestigieux. Toute entreprise peut exploiter une innovation valeur si elle peut démontrer qu'elle est commercialement viable et qu'elle offre aux clients un avantage appréciable, utilisable tout de suite. En ayant revisité le concept de cirque, le Cirque du Soleil est un parfait exemple d'océan bleu réussi. Parce qu'il a su redéfinir chacun des critères du cirque classique, il a recréé son activité en introduisant une forme de divertissement inédit. Il y a 6 principes pour une stratégie océan bleu réussie. 1. Redéfinir les frontières entre marchés. Analysez quels standards du marché vous pouvez ignorer, minimiser, développer ou revisiter. Vous pouvez élargir ou raccourcir les frontières entre votre secteur et les secteurs voisins. Le producteur de vin, Casella Wines, a rompu avec les traditions élitistes de la viticulture pour propulser la marque Yellowtail au rang des meilleures ventes de vin rouge aux États-Unis en produisant un vin léger et fruité destiné à des amateurs de bière et de cocktails et en vantant le caractère festif du produit. 2. Les questions de fond d'abord, les chiffres après. Vous devez voir l'environnement concurrentiel à travers les yeux de vos clients, en identifiant ce qui est important pour eux. Élaborez un canevas stratégique pour connaître les critères autour desquels se joue la concurrence, produits, prix et positionnement. 3. Visez au-delà de la demande existante. La croissance réelle se situe chez vos futurs clients. Peut-être faudra-t-il modifier légèrement votre périmètre de compétences pour toucher une nouvelle clientèle. 4. Réussir le séquencement stratégique. Exécutez votre stratégie de manière séquentielle pour mettre en avant votre innovation valeur. Pour être exceptionnel, votre technologie doit apporter praticité, sécurité et divertissement. Posez-vous les questions suivantes dans l'ordre ci-dessous. Pour quelles raisons achèterait-on votre produit? Le prix est-il assez intéressant pour attirer un grand nombre de clients? Le coût de production du produit lui permet-il d'être rentable? Quels éléments pourraient décourager le marché d'accepter votre produit? 5. Dépasser les obstacles internes. Mettre en place votre stratégie d'océan bleu va générer des blocages internes. Vous devez aller au-delà de la résistance au changement. 6. Intégrer l'exécution à la démarche stratégique. La confiance et l'engagement de tous les acteurs de l'entreprise sont essentiels pour réussir votre stratégie d'océan bleu. Veillez à l'application de la stratégie océan bleu à tous les niveaux de l'organisation. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à prendre le large. Le marketing digital. Dans ce tutoriel, vous allez voir un aperçu des éléments clés du marketing digital. Tout d'abord, une introduction au marketing digital, puis la stratégie du marketing Internet, le référencement organique, le marketing de contenu, le trafic ciblé, le marketing par email, les médias sociaux, puis le reciblage marketing ou retargeting. Commençons par effectuer une introduction au marketing digital. Qu'est-ce que le marketing digital et comment en tirer le maximum? Malgré que le marketing digital existe depuis environ 15 ans, c'est toujours difficile de trouver des réponses à ces questions, n'est-ce pas? Certains vous disent que le marketing digital, c'est juste avoir un beau site web. De nos jours, cela signifie aussi qu'il doit être optimisé pour tous les supports.
D'autres déclarent qu'il faut avoir une stratégie de référencement ou SEO, des techniques qui vous aident à avoir de meilleurs résultats dans les moteurs de recherche. Faites du PPC, pay-per-click, ou CPC pour coup par clic, vous diront d'autres personnes. Investissez dans des campagnes payantes pour complémenter votre référencement, sans parler des médias sociaux. Une croyance répandue, c'est qu'il vous suffit de créer du contenu et de le distribuer sur les médias sociaux. Alors, qui a raison? En réalité, personne n'est parfaitement correct. Ce qu'il vous faut vraiment, c'est une stratégie qui définit comment tous ces canaux vont résonner et interagir ensemble pour créer la synergie dont vous avez besoin. C'est le seul moyen pour atteindre vos objectifs, améliorer vos résultats et optimiser votre budget. Vous pensez que c'est tout? Non. Il s'agit d'analyser vos dépenses et vos revenus à la loupe et d'affiner votre stratégie marketing en conséquence en optimisant les variables de tous ces canaux. C'est tout cela qui constitue le marketing digital. Peut-être que vous êtes en train de penser à créer un site web ou à rénover celui que vous avez actuellement. Ne pensez pas juste à un site internet, songez plutôt à une réelle stratégie de marketing internet. Cela prendra juste 3 minutes. Tout d'abord, votre site reste la plateforme centrale de vos activités sur internet. Tous les canaux et autres outils marketing amènent les visiteurs sur votre plateforme. Et le but principal de ce site, c'est de transformer vos visiteurs en clients. On parle de conversion. Un mauvais marketing consiste à n'investir que pour faire venir davantage de visiteurs sur le site. Pourtant, vous n'avez pas besoin de visiteurs supplémentaires si vous ne parvenez pas à les transformer en clients. Plus votre site est efficace, et mieux il convertit vos visiteurs. Peu importe si vous vendez des produits physiques, proposez des services ou faites de l'immobilier. De nombreuses personnes croient faire du marketing internet, mais elles ne pensent qu'à la partie technique. Le résultat ? Un site bourré d'informations. Mais la question est, les visiteurs sont-ils systématiquement transformés en clients? Est-ce ce qu'il vous faut? La réponse est non. Il vous faut connaître les bases du marketing internet. Pas de panique, il s'agit juste de suivre les 7 phases du marketing internet que voici. Phase 1, l'analyse. Commencez par récolter des informations. Soyez au clair sur votre audience cible, votre marché et le but de votre site. Phase 2, la planification. Planifiez la structure de votre site, son contenu et son adéquation avec le marché. Phase 3, l'ébauche. Ébauchez votre stratégie web, c'est-à-dire l'acquisition de visiteurs et comment les convertir en clients. Phase 4, la conversion. Définissez votre tunnel de conversion. Rédigez le contenu, le copywriting et créez les images et les vidéos nécessaires. Phase 5, l'acquisition de visiteurs. Établissez les sources de trafic, organiques ou payantes, effectuez votre stratégie médias sociaux et dressez la liste des médias hors ligne que vous allez employer. Phase 6. Testez le tout et vérifiez que vous ayez les bons visiteurs ciblés, un site qui convertit bien et une bonne rétention client. Phase 7. L'optimisation. Contrôlez vos indicateurs de performance, trafic, conversion, vente, réparez les bugs éventuels du site et améliorez continuellement l'existant. Comme vous pouvez le voir, les 7 phases du marketing internet ne sont pas sorciers. N'oubliez pas que le plus important, c'est toujours d'obtenir un client satisfait. Ravir vos clients est la seule façon de maximiser vos résultats. Mettons que vous lanciez un site web avec un super design, une navigation facile et de bons produits. Toutefois, au fil du temps, le trafic de votre site internet reste faible, loin de vos objectifs. Où est le problème? Le problème, c'est que chaque jour, des milliers d'autres sites sont lancés avec un contenu similaire. Après tout,
Lorsqu'un prospect effectue une recherche qui devrait le conduire sur votre site, le moteur de recherche va lui fournir de nombreuses alternatives. Et si vous n'êtes pas en tête des résultats, ce prospect ne vous remarquera pas. C'est là qu'intervient le référencement, qui a pour but de conduire votre site en tête des résultats des moteurs de recherche. Comment? Il s'agit de créer du contenu de qualité, adapté avec des mots-clés optimisés. S'ils sont par exemple mal dispersés dans le texte, votre SEO ne va pas fonctionner. Placez vos mots-clés stratégiquement dans les titres et aux bons endroits. Ajoutez la bonne densité de mots-clés sans exagérer et les moteurs de recherche vont vous indexer plus facilement, sans oublier de générer des liens externes provenant d'autres sites qui pointent vers le vôtre. Ainsi, ce sera clair pour les moteurs de recherche que votre site est populaire, intéressant et crédible. Mais attention, car les liens externes de sites peu recommandables sont contre-productifs. Il existe encore une foule d'autres paramètres pour optimiser votre référencement, comme l'engagement sur les réseaux sociaux de chacun de vos contenus notamment. En maîtrisant chaque paramètre, votre site remontera en tête des résultats de recherche. Mais le facteur le plus important, cela reste de créer un contenu en or, que votre audience adore. Sur Internet, le contenu est roi. Mais avant de vous en dire plus sur le marketing de contenu, vous devez comprendre comment le marketing traditionnel fonctionne. Habituellement, au centre du processus, il y a le message que vous voulez diffuser à vos clients potentiels. Et il y a différents moyens d'y parvenir, comme appeler vos prospects, la publicité TV ou radio, les mailings ou les annonces dans les journaux. Je ne vous dis pas que ces méthodes ne fonctionnent pas, elles marchent, mais elles ont des inconvénients. D'abord, il faut de gros budgets pour véhiculer vos messages aux gens, sans compter que ces gens ne font pas tous partie de votre cible. Donc seule une infime proportion va réagir. Et pour finir, certains prospects seront fâchés parce que le marketing traditionnel peut être perçu comme étant intrusif. Le marketing de contenu est complètement différent. Au centre du processus, il y a, devinez, le contenu. Cela consiste à créer quelque chose d'intéressant, d'utile et de divertissant. Cela peut être un article, un billet de blog, une vidéo ou une infographie. Quelque chose qui attire naturellement votre prospect lorsqu'il navigue sur Internet ou sur les réseaux sociaux. C'est moins cher, plus efficace et moins intrusif. Après tout, vous regardez du marketing de contenu, alors comment vous y prendre? Il y a 4 étapes simples. Créer du contenu adapté à votre cible. Optimisez ce contenu pour les moteurs de recherche. Publiez-le et orchestrez la promotion de votre contenu, sans oublier de placer un appel à l'action. C'est comme ça que le marketing de contenu forgera votre crédibilité, tout en faisant fructifier vos affaires. Lorsqu'ils observent leur trafic, la plupart des gens font une erreur fondamentale. Voici ce qu'ils considèrent: le nombre absolu de visiteurs, le nombre absolu de likes ou encore le nombre absolu de partages sur les réseaux sociaux. Mais ces indicateurs sont trompeurs. Voici pourquoi. Tous les visiteurs ne se valent pas. Lorsque vous avez une activité commerciale sur Internet, cela ne sert à rien d'avoir une foule de visiteurs sur votre site web. Comme le disait Gary Albert, si vous avez un stand de hamburgers, votre meilleur avantage, c'est d'avoir une foule de gens affamés qui adorent le fast-food. Vous n'avez pas besoin de ceux qui n'ont pas faim. Vous n'avez pas besoin de ceux qui cherchent de la haute gastronomie. Vous voulez ceux qui ont faim maintenant et qui feraient n'importe quoi pour ingurgiter vos hamburgers. Sur Internet, c'est pareil. Rien ne sert de calculer le nombre absolu de visiteurs, de likes ou de partages, car ces chiffres ne disent rien sur la qualité de votre audience. Voici comment faire la part des choses. Mon conseil, c'est de mesurer votre trafic comme si les visiteurs cherchaient une destination. Si vous êtes à Bordeaux, les gens qui vont à Paris ne vous intéressent pas, même s'il y a plus de trafic qui se rend en Île-de-France. C'est tentant de cibler ces gens-là, mais ils veulent aller à Paris, pas à Bordeaux. Alors, oubliez-les. Vous voudrez donc avoir du trafic qui sait où il veut aller, c'est-à-dire des visiteurs qui recherchent vos produits. Idéalement, ce visiteur-là vous connaît déjà, et mieux encore, il a confiance en vous.
Il y a donc 3 catégories de trafic à considérer. Première catégorie de visiteurs. Ces visiteurs qui cherchent une solution similaire à ce que vous offrez et qui vous connaissent. Le feu de signalisation est vert. Ce trafic est chaud bouillant. Il est prêt à être converti en vente. Vous pourrez envoyer ce trafic directement sur des propositions commerciales spéciales comme des promotions avec d'excellents résultats à la clé. Seconde catégorie de visiteurs. Des visiteurs qui cherchent simplement une solution ou des produits similaires aux vôtres, mais qui ne vous connaissent pas encore. Le feu de signalisation sera orange pour les laisser passer. C'est du trafic chaud. Il s'agira de conduire ce visiteur sur des contenus qui l'éduquent sur vos produits ou vos services. L'erreur à ne pas commettre, c'est d'amener ce trafic immédiatement sur des propositions commerciales. Pourquoi ? Parce que ces gens-là ne vous font pas encore confiance. Il faut les apprivoiser. Vous n'iriez pas faire une demande de mariage à froid à des inconnus, même si vous savez qu'ils cherchent un partenaire, n'est-ce pas? Vous commenceriez par une phase de séduction. C'est pareil avec ce trafic chaud. Vous devrez l'apprivoiser, le séduire et l'instruire sur la qualité de vos produits avant de lui faire une proposition commerciale. Car tout engagement, commercial ou privé, nécessite de la confiance. Troisième catégorie de trafic. Enfin, cette troisième catégorie, c'est le reste du trafic. Ce visiteur ne cherche pas nécessairement une solution. Souvent, il ignore même qu'il a un problème. Ces gens ne cherchent pas vos produits ou vos services. Le feu est rouge. Ce trafic majoritaire est à exclure. Il ne convertira pas. Encore une fois, c'est tentant de vouloir aller le courtiser, aussi tentant qu'inutile. En définitive, oubliez les indicateurs de visiteurs absolus. Cherchez des visiteurs qui veulent votre solution et apprivoisez-les. Ce sera votre meilleur moyen de faire un carton. Voici comment le marketing par email peut concourir à développer vos affaires. Mais avant de commencer, laissez-moi vous raconter une petite anecdote à propos des emails. Le courrier électronique remonte à loin, jusque dans les années 60. C'est même plus vieux qu'Internet. Alors oui, cela existe depuis très longtemps. Et pourtant, je ne dirais pas que c'est vieux, j'appellerais cela plutôt traditionnel. Alors comment est-ce que cette forme de communication, établie depuis longtemps, se compare aux médias sociaux? Pour commencer, il y a toujours des personnes qui n'aiment pas les médias sociaux. Ils ne sont pas actifs sur les réseaux sociaux. Ils n'ont même pas de compte. Par contre, tout le monde a une adresse email. De plus, la plupart des autres outils qui existent sont bien adaptés pour faire venir de nouveaux clients, mais pas vraiment lorsqu'il s'agit de créer une relation avec eux. Par contre, le marketing par email peut être employé dans les deux cas. Voici comment. Imaginez qu'un cadeau, une remise ou les frais de port soient offerts à tout prospect qui vous procure son adresse email. Vous pouvez lui faire parvenir un courriel directement avec ce que vous lui avez promis. Et boum, vous voilà avec un nouveau client. Mais le marketing par email est particulièrement efficace pour maintenir la relation avec ce client. Vous avez son adresse email et vous pouvez le contacter quand vous voulez. Lui faire parvenir vos nouveaux produits, les promos de la semaine, d'autres informations ou des offres ciblées. Bref, suffisamment de valeur pour que le client revienne et continue à acheter chez vous. Maintenant, vous savez comment le marketing par email peut développer vos affaires. Mais ce n'est pas tout. Il vous faut donc développer votre liste d'emails, créer un calendrier d'envoi, générer de l'attention sur vos emails et automatiser tout le processus d'emailing. Tout ceci sans spammer vos clients afin de bénéficier au maximum du marketing par email. Les médias sociaux sont des outils formidablement puissants pour promouvoir vos affaires. Pourquoi ? Tout d'abord, leur couverture est très vaste. L'audience des médias sociaux, ce sont des milliards d'utilisateurs. Et aujourd'hui, vous êtes capable d'atteindre facilement votre cœur de cible. Ensuite, le retour d'information. Vous pouvez mesurer les commentaires, les reposts, les tweets, les j'aime et ainsi de suite. Vous
Vous pouvez mesurer les réactions de votre audience instantanément. Cela signifie que vous avez une meilleure compréhension du sentiment et des désirs de vos clients potentiels. Vous pouvez donc orienter les préférences. Le trafic ciblé. Vous pouvez obtenir du trafic ciblé sur votre site web via les médias sociaux. Votre référencement dans les moteurs de recherche en sera amélioré. Les ventes. Les médias sociaux ne permettent pas toujours de vendre vos produits directement, mais ils les encouragent néanmoins. Ils concourent à véhiculer l'image de votre entreprise et de vos prestations avec plus d'affaires à la clé. Et enfin, le coût. Aucun autre outil ne vous permet d'atteindre une audience aussi large avec le relativement petit budget qu'il vous faudra sur les médias sociaux. Les médias sociaux peuvent faire décoller votre entreprise, à condition de les employer de manière stratégique, de créer de la valeur pour votre audience, qui à son tour fera votre promotion. C'est cela, la mécanique des médias sociaux. Le reciblage ou retargeting, aussi appelé remarketing. Comment ça marche ? Voyons. Imaginez un prospect qui visite votre site e-commerce. Malheureusement, la grande majorité des prospects vont quitter votre site sans acheter. Les raisons peuvent être: c'est leur première visite, ils doutent encore de votre crédibilité, ils sont distraits et ne finissent pas leur achat. Ils ne trouvent pas ce qu'ils cherchent. Ils ajournent l'achat et oublient votre site. C'est là que le reciblage intervient, grâce à des cookies. Non, pas ces cookies-là, mais ceux-ci. À chaque fois qu'un prospect visite l'une de vos pages, ce petit code est enregistré dans leur ordinateur, tablette ou téléphone. Plus tard, les plateformes d'annonces publicitaires peuvent reprendre cette information, même si le prospect visite un site différent, effectue une recherche, lit un blog, interagit sur les médias sociaux ou regarde des vidéos. Peu importe ce que font vos prospects le jour suivant, vous pouvez les atteindre avec une annonce ciblée, comme « Hey, toujours intéressé par ce téléphone ?» ou « Vous vouliez acheter le parapluie bleu, que pensez-vous du jaune ?» Le but est de leur rappeler votre site e-commerce et de les ramener afin qu'ils terminent leur achat. Vous saisissez le potentiel ? Ces campagnes sont efficaces parce que le ciblage est précis, l'offre calibrée et vous pouvez suggérer d'autres produits. Vous faites croître votre affaire mécaniquement. C'est simple, vous annoncez, vous configurez le cookie, vous planifiez et vous budgétisez. Tout cela autour d'une stratégie de reciblage remarketing axée sur le prospect ciblé, le produit qu'il recherche, les plateformes adéquates et votre site e-commerce. C'est cela qui constitue votre reciblage ou retargeting. Et le e-commerce. Dans ce tutoriel sur le e-commerce, vous allez découvrir les 7 clés pour réussir en e-commerce, le dropshipping, notamment avec Shopify et AliExpress, le secret du panier infini, comment obtenir plus de conversions, comment vendre sur Amazon et obtenir des best-sellers, et comment promouvoir en ligne. Commençons par les 7 clés pour réussir en e-commerce. Imaginez ceci. Vous vendez des produits à des consommateurs qui se situent partout dans votre pays et même dans le monde entier. C'est la magie du e-commerce. Le e-commerce peut avoir l'air saturé. Pourtant, c'est un domaine à très forte croissance. Ne vous inquiétez pas, il n'est jamais trop tard pour commencer. Bâtir une affaire en ligne reste beaucoup plus facile que d'ouvrir un commerce traditionnel. Avec Internet, vous n'avez aucune limite d'emplacement. Mettons par exemple que vous viviez dans une région viticole. Vous voulez vendre votre vin délicieux. Le commercialiser dans des lieux physiques est assez compliqué et contraignant. Mais avoir votre propre site e-commerce change la donne. Vous pouvez vendre où vous voulez. Sans compter qu'il y a plein d'autres avantages, comme les outils de marketing en ligne, les médias sociaux, des offres personnalisées, être ouvert 24 heures sur 24, offrir de la discrétion à vos clients, un plus grand potentiel de prospects et bien plus encore.
Toutefois, peu importe ce que vous avez l'intention de commercialiser, il y a une chose cruciale à retenir. C'est votre boutique e-commerce. Elle doit offrir une expérience parfaite, avec un parcours d'achat simple et optimisé. Pour réussir, assurez-vous d'avoir ces 7 facteurs clés de succès. 1. Une analyse poussée. Posez-vous quelques questions, notamment sur les critères socio-démographiques de votre cible et comment atteindre celle-ci. 2. Un design très attractif. Les graphistes se concentrent souvent sur la première page. Elle est importante, mais les visiteurs qui cherchent un produit spécifique atterrissent sur la page idoine de votre site. Les pages de description produit sont donc très importantes. Elles doivent comporter un appel à l'action et une navigation claire. 3. Le référencement. Le contenu est roi dans le e-commerce. Veillez à bien optimiser votre contenu pour les humains et les moteurs de recherche. 4. L'intégration dans les médias sociaux. Un simple exemple, donnez à vos clients la possibilité de partager leurs achats avec leurs amis sur les réseaux sociaux et voyez comment vos ventes et vos nouveaux clients augmentent soudain. 5. Un moteur de recherche fiable. Le pire, c'est lorsqu'un client cherche un produit que vous vendez sans pouvoir le trouver. Soyez certain que votre outil de recherche fonctionne parfaitement. 6. La version mobile. Les ventes sur les outils mobiles ne cessent de grimper. Adaptez-vous au plus vite. 7. La sécurité. Traitez les données personnelles et sensibles de vos clients avec la plus grande diligence. C'est essentiel pour votre crédibilité et pour protéger les gens qui vous font confiance. Un site e-commerce n'a pas besoin d'être compliqué et vous y arriverez facilement en respectant ces 7 clés gagnantes pour propulser vos ventes en ligne. Il n'a jamais été aussi facile de lancer une boutique e-commerce et de faire du chiffre d'affaires en ligne. C'est possible grâce à 3 facteurs. Le premier, c'est Shopify, qui est au e-commerce ce que WordPress est au blogging. Cette plateforme permet de créer une boutique en un tour de main et dispose de nombreuses extensions ou plugins pour améliorer la performance de votre boutique. Le second, c'est Facebook. Avec sa gigantesque audience et son algorithme hyper efficace, qui permettent d'aller chercher le client rêvé avec une facilité stupéfiante. Le troisième facteur, ce sont les plateformes de dropshipping comme AliExpress avec leurs millions de produits qui s'intègrent parfaitement avec Shopify et qui permettent même de vendre sans avoir de stock. Sans avoir de stock? Exactement. Alors comment ça marche le dropshipping? C'est simple. Dropshipping signifie déposer, expédier. Vous recrutez des clients qui viennent sur votre boutique en ligne, par exemple en effectuant des campagnes Facebook. À chaque fois qu'un client achète et paie un produit sur votre boutique, la commande est automatiquement envoyée à un dropshipper, un fournisseur grossiste en quelque sorte, qui va préparer la commande, l'expédier à votre client et vous faire parvenir la facture. Vous récupérez la marge, c'est-à-dire la différence entre le prix que paie le client et le tarif auquel vous achetez la marchandise. Vous ne voyez jamais le produit, celui-ci est envoyé directement au client. Sur votre boutique, vous aurez placé un petit code Facebook, un pixel, qui permet de tracer le comportement des prospects et des clients et de les recibler s'ils n'achètent pas tout de suite ou s'ils abandonnent leur panier d'achat. Pour réussir, il y a essentiellement 2 approches. La première consiste à créer une boutique destinée à un marché de niche, un segment dont vous connaissez les clients et vous savez que c'est un segment profitable. Votre boutique sera spécialisée dans ce domaine précis. Avec Facebook, vous ciblez manuellement ces clients-là et la conversion suit parce que vous adressez la bonne offre à la bonne personne. Les campagnes les plus efficaces contiennent une vidéo et sont optimisées pour obtenir des vues. Les prospects sont ensuite reciblés en fonction de leur niveau d'engagement avec une autre campagne qui contient un lien sur la boutique et qui a pour objectif de convertir. La deuxième approche consiste à créer une boutique généraliste. L'idée, c'est de garnir votre boutique
en allant à la pêche sur AliExpress pour trouver des produits qui pourraient se vendre comme des petits pains. Ce sont souvent des gadgets dont le bénéfice est facile à montrer en 5 secondes sur une vidéo. Sur Facebook, le ciblage initial sera très large. Vous laisserez l'algorithme trouver le bon profil de client. Vous laissez la plateforme agir pendant 5 à 10 jours pour obtenir un bon volume de conversion. Ensuite, il suffira de disséquer les campagnes qui convertissent le mieux et en déduire le bon profil d'acheteur en considérant sa démographie et sa géographie entre autres. Cela vous permettra de calibrer la campagne Facebook pour ce client-là et ainsi de démultiplier les ventes. De nombreux e-commerçants commencent par faire du dropshipping pour repérer le bon produit et le marché adéquat avant d'acquérir leur propre stock avec les liquidités qu'ils ont déjà générées tout en limitant les risques. Mais l'apparente simplicité de lancer et de créer une boutique e-commerce ne dispense pas de l'essentiel. Avoir un service client irréprochable, un suivi sans faille et créer une relation avec chaque client. Car le trésor se situe bien plus dans l'acquisition d'une clientèle fidèle que dans la gestion d'une boutique en ligne et de ses produits. L'un des enjeux sur un site e-commerce, c'est de maximiser le panier d'achat de chaque client. Et puisqu'il n'y a pas de contrainte physique, le panier virtuel est élastique et peut être rempli à l'infini. Voici 7 astuces pour augmenter la valeur du panier d'achat sur un site e-commerce. 1. Les cross-sell ou ventes croisées. Tout au long du parcours d'achat, il s'agit de suggérer des produits similaires ou complémentaires à ceux que le client a déjà considérés ou déjà achetés. Plus ces suggestions seront pertinentes, plus la probabilité qu'il complète son achat sera importante. 2. Les upsells. Votre meilleur prospect est un client qui vient juste de finaliser un achat chez vous. Au moment de confirmer son achat, vous lui faites une offre irrésistible, unique et limitée dans le temps pour qu'il ajoute un produit supplémentaire à ses achats. Si c'est bien vendu, ça marche dans plus d'un tiers des cas. 3. Un avantage à partir d'un certain montant. Au moment où le client remplit son panier d'achat, vous pouvez lui afficher un but à atteindre pour obtenir des avantages s'il consomme davantage. S'il atteint les 100 € par exemple, il obtient les frais de port offerts. S'il atteint 200 €, vous lui offrez un pourcentage de réduction sur son achat, et ainsi de suite. 4. Les promotions. Comme dans le commerce traditionnel, les offres promotionnelles dans votre magasin virtuel permettent d'augmenter la taille des transactions. Sur certains articles, vous pouvez proposer du 3 pour 2, c'est-à-dire achetez-en 2 et obtenez-en 3 par exemple. 5. Ajouter des services. Si vous vendez des objets physiques, vous pouvez ajouter des services comme des installations à domicile, des garanties supplémentaires, du conseil personnalisé ou tout autre service que vous pouvez monétiser. 6. Augmenter la mixité de produits. En proposant une offre plus riche, vous favorisez la mixité des produits dans le panier d'achat des clients, ce qui aura comme effet d'augmenter mécaniquement la valeur de ce panier. 7. Créer des bundles, c'est-à-dire des packs avec de multiples produits. Au lieu de vendre de la viande, un grill et du charbon séparément, vous pouvez créer un pack barbecue pour l'été. Vous pouvez faire des packs avec toutes sortes de produits et ainsi augmenter systématiquement la taille des transactions. Alors, votre site a des problèmes de conversion. Vous avez effectivement du trafic, mais par contre, ce trafic ne convertit pas en vente. Quel est le problème? C'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, si on prend votre site e-commerce, eh bien, la première chose à voir, ce sont les sources de trafic. Quelles sont les différentes sources de trafic qui amènent des visiteurs sur votre site internet? Et quelle est la qualité des visiteurs de chaque source de trafic. En général, quand vous ciblez, commencez par cibler très large et ensuite vous regardez ce qui se passe
et vous réduisez votre ciblage en fonction de la qualité des visiteurs qui viennent sur votre site internet. Mais vous verrez que les sources de trafic ne sont pas toutes égales. Ici, vous voyez qu'il y a des flèches vertes et des flèches rouges. Les flèches vertes, ça signifie que la source de trafic est de qualité. Les flèches rouges, donc ici c'est juste un exemple, les flèches rouges signifient que la source de trafic n'est pas qualitative dans ce cas-là. Chaque cas est différent, mais en général, une source de trafic de qualité signifie que vous arrivez à faire un retour sur investissement avec les visiteurs qui proviennent de cette source de trafic. Maintenant, si vous remarquez que vous avez un certain nombre de sources de trafic qui convertissent bien, qui vous ramènent un bon retour sur investissement, et d'autres qui ne convertissent pas, vous pouvez bien sûr élaguer, optimiser, éliminer les sources de trafic qui sont délétères pour votre site et ne garder que les bonnes sources de trafic. Maintenant qu'on a fait le tour des sources de trafic, la deuxième chose qu'il faudrait regarder, c'est votre budget ou l'enchère que vous avez mise pour un certain mot-clé. Est-ce que votre enchère est trop basse? Donc ça, c'est souvent une erreur que font les gens, surtout lorsqu'ils débutent dans le domaine du e-commerce, c'est qu'ils mettent des enchères très basses en voulant payer le coût par clic le moins cher possible. En fait, dans l'absolu, peu importe le coût par clic. Ce qui compte, c'est votre retour sur investissement. Donc si vous avez un coût par clic élevé mais qu'à la fin vous faites un profit, tant pis. C'est mieux d'avoir un coût par clic élevé en général parce que vous arrivez comme ça à battre la concurrence. Mais si vous avez un coût par clic élevé, évidemment, il faut que vous ayez une marge intéressante sur le produit que vous proposez. Ensuite, la cohérence de votre annonce est-elle congruente avec la page d'atterrissage? Ça, c'est très important. Souvent, quand on clique sur une annonce ou sur une bannière ou sur une vidéo, on tombe sur un site qui a rien à voir ou qui est totalement différent, soit en termes de design, de look, soit en termes de message. Eh bien, les gens, s'ils voient qu'il y a une grosse différence, risquent de partir. Il faut impérativement que votre annonce, que votre page d'atterrissage, que votre site e-commerce, le tout ait un design et un message qui soit cohérent et qui ait une congruence entre les différents éléments de votre site, de votre page d'atterrissage et de votre annonce, de tout ce que vous mettez en ligne. Voilà, donc si c'est le cas et que si vous avez mis assez de budget publicitaire et que votre site est cohérent avec votre annonce et avec votre message, il y a peut-être encore autre chose. Il faut vérifier si vous avez bien ciblé vos visiteurs. Est-ce que les visiteurs qui viennent sur votre site sont les bons visiteurs? On cherche des visiteurs ciblés qui sont intéressés à acheter votre produit, c'est-à-dire qu'ils ont été préqualifiés par votre annonce préalablement. On revient sur la qualité de votre annonce, sur la qualité de ce que vous faites avant que les gens viennent sur votre site. Il faut impérativement que ce soit très qualitatif et il faut préqualifier les bons visiteurs. Si vous l'avez fait et que vous avez des visiteurs ciblés, il faut vous assurer que vous les mettez en face d'une bonne offre, une offre intéressante, une offre irrésistible. S'ils sont préqualifiés, donc ils cherchent une solution à leurs problèmes et vous, à travers les produits que vous leur proposez sur votre site, vous leur offrez cette solution, mais en plus à un prix intéressant avec une offre intéressante, eh bien c'est très important. Est-ce que vous avez la bonne offre? Si ce n'est pas le cas, évidemment, il faut retravailler l'offre. Mais si c'est le cas, eh bien, vous avez le bon visiteur ciblé, la bonne offre, eh bien, ça devrait convertir. Alors, si c'est toujours pas le cas, vous avez encore une chose à faire, vous pouvez recibler parce que vous avez le bon visiteur, la bonne offre, tout est bon, simplement peut-être qu'il faut exposer ce visiteur plus d'une fois à votre offre, à votre annonce. Donc, s'il ne convertit toujours pas à ce niveau-là, il faut recibler. Et voilà. Et au bout d'un moment, avec ce système, vous allez, bien sûr, vous allez pouvoir convertir, je vous rassure, ça va marcher. Parce que si vous avez tous les facteurs de conversion dont on a discuté qui sont alignés, eh bien, il n'y a pas de raison que vous ne convertissiez pas. Alors, on revient sur les facteurs de conversion qu'on a vu tout à l'heure. Tout d'abord, les sources de trafic. Veillez à avoir la bonne source de trafic. Ensuite, l'enchère ou le budget. Enchérissez suffisamment pour amener un profit, mais enchérissez suffisamment, c'est important. La cohérence du parcours d'achat.
depuis votre annonce jusqu'à votre site internet, à la page de conversion. Tout doit être cohérent, que ce soit en termes visuels, de design ou en termes de message. Un visiteur parfaitement ciblé. La bonne personne doit voir votre offre et surtout, vous devez avoir la bonne offre. C'est le dernier facteur de conversion. Avec tout ça, si vous arrivez à aligner les étoiles, eh bien, votre site e-commerce va convertir tous les visiteurs qui sont qualifiés, qui vont venir sur votre site et vous allez pouvoir amasser suffisamment de profit pour faire venir encore plus de visiteurs et convertir encore davantage. Amazon est le premier moteur de recherche pour les acheteurs. Et ce n'est pas la seule raison qui fait que le site est incontournable pour les e-commerçants. Si vous décidez de monter un nouveau site e-commerce vous-même, vous allez devoir investir beaucoup d'efforts pour acquérir du trafic avec des taux de conversion bas. Cela vient du fait que les visiteurs ne connaissent pas votre site et ne lui font pas forcément confiance. Par ailleurs, à chaque fois que les clients doivent entrer leurs données personnelles et leurs coordonnées de paiement dans un site, des conversions sont perdues. Le taux de conversion dépend aussi de l'optimisation du site et vous passerez beaucoup de temps à tester et à optimiser votre plateforme. En revanche, si vous vendez sur Amazon, vous pouvez obtenir des taux de conversion records parce que les clients font déjà confiance à cette plateforme dans laquelle ils ont déjà enregistré leurs coordonnées de paiement. Sans compter qu'Amazon investit des fortunes pour optimiser la conversion tout au long du parcours d'achat. Et vous avez immédiatement énormément de trafic ciblé qui a l'intention d'acheter. Alors voici en 3 étapes comment créer un best-seller sur Amazon. La première étape consiste à trouver un produit à commercialiser. Et c'est là que beaucoup échouent, parce qu'ils s'imaginent le produit que les gens veulent, prennent du temps et de l'argent pour le développer et se trompent. Pourtant, Amazon nous indique précisément ce que veulent les gens. Alors comment trouver des produits pour lesquels il y a beaucoup de demandes? Ayez une catégorie en tête et choisissez un produit de cette catégorie. Sur Amazon, vous allez sur la page de description de ce produit et sur cette page vous cliquez sur le classement des meilleures ventes d'Amazon. Le site vous montre les 100 meilleures ventes de cette catégorie. C'est une information en or. Choisissez un produit qui se situe dans les premières positions de cette liste que vous voudriez vendre. Maintenant, il s'agit d'estimer le chiffre d'affaires de ce produit. Vous vous rendez sur la page du produit que vous avez identifié et vous cliquez sur « Ajouter au panier ». Vous pouvez alors sélectionner la quantité de produits que vous voulez acquérir. Par défaut, la quantité est à 1. Vous allez manuellement modifier la quantité à 999, comme si vous vous apprêtiez à commander 999 pièces. Amazon va vous renvoyer un message d'erreur qui stipule par exemple que le nombre d'unités disponibles pour ce vendeur est de 321 pièces en stock. Vous attendez 24 heures et vous répétez l'opération sur le même produit. Vous remettez la quantité à 999 et vous obtenez un message d'erreur qui stipule que le nombre d'unités disponibles pour ce vendeur est de 300 pièces en stock. En voyant la différence entre ces deux chiffres, vous savez donc qu'en 24 heures, 21 pièces se sont vendues. À ce stade, vous pouvez calculer le chiffre d'affaires du produit en multipliant 21 par le prix du produit et ainsi faire une estimation du chiffre d'affaires mensuel du produit en question. Il existe aussi des logiciels qui font cela automatiquement. Maintenant, vous avez identifié un produit et vous êtes certain qu'il y a une demande dont vous connaissez le volume. La seconde étape, c'est l'approvisionnement du produit. Vous pouvez utiliser la plateforme d'Alibaba pour trouver des fournisseurs en Chine, souvent basés à Shenzhen. Demandez-leur le prix pour 100, 500, 1000 ou 10 000 pièces et n'hésitez pas à négocier. Commandez des échantillons pour évaluer la qualité du produit. Pour limiter le risque, vous pouvez commencer par commander 50 pièces, observer comment elles se vendent sur Amazon, puis 100 pièces et voir comment elles se vendent, puis 500 pièces et ainsi de suite. Pour stocker vos produits, vous pouvez utiliser le service FBA, Fulfillment by Amazon. En français, expédié par Amazon. Vous demandez à votre fournisseur d'envoyer les produits au centre de distribution d'Amazon et celui-ci va les stocker. À chaque fois qu'un client commande, c'est Amazon qui se charge de la préparation, de l'emballage et de l'expédition directe du produit. Et Amazon gère également les retours si nécessaire.
Évidemment, pour ce service, Amazon se prend une marge supplémentaire. L'avantage, c'est que vous bénéficiez de toute la puissance et de la structure logistique du plus grand site e-commerce au monde. La troisième étape consiste à vendre le produit que vous avez référencé sur Amazon. Lorsque l'on cherche un mot-clé dans Amazon, l'on obtient une énorme liste d'offres qui s'étale sur des pages et des pages. Il y a environ 16 résultats par page et en général, les gens ne cherchent pas au-delà de la troisième page. Votre but consiste donc à positionner votre produit le plus haut possible sur la première page. Car Amazon n'est rien d'autre qu'un moteur de recherche. Votre but, c'est d'identifier un produit qui se vende bien et pour lequel il y a une concurrence faible. L'on a déjà vu comment identifier un produit pour lequel il y a beaucoup de demandes. Maintenant, nous allons évaluer la concurrence de ce produit. Les concurrents, ce sont toutes les offres qui sont sur les 3 premières pages. Si vous avez identifié un produit qui se vend bien et que vous pouvez constater que les concurrents ne connaissent pas les astuces pour se positionner en haut des résultats de recherche, alors vous êtes tombé sur une opportunité en or. Comment vous positionner en haut de la première page de résultats et influencer l'algorithme d'Amazon? En jouant sur les 5 facteurs suivants. Premier facteur, le volume de vente du produit. Les produits avec le volume de vente quotidien le plus élevé sont les mieux référencés. Vous devez démontrer que vous faites des ventes et que votre produit convertit mieux que les offres qui figurent déjà sur la première page de résultats de recherche. Donc, analysez le volume de vente quotidien de chaque produit sur la première page des résultats à l'aide de la méthode que l'on a vue tout à l'heure. Si vous remarquez par exemple que les produits qui sont sur la première page génèrent 30 ventes par jour en moyenne, vous savez que vous devez dépasser ce chiffre pour parvenir en tête des résultats. Comment faire? Vous pouvez proposer une énorme réduction à 40 testeurs que vous pourrez par exemple trouver soit dans des groupes Facebook dédiés ou en sollicitant votre liste de contacts d'email. Ces testeurs sont tenus d'acheter le produit le même jour et s'engagent en échange du prix réduit à écrire un avis honnête sur votre produit sur Amazon. Attention, vous n'influencez jamais ce qu'ils écrivent. Amazon propose d'ailleurs le service Amazon Vine, un club de testeurs à ses partenaires. Deuxième facteur, le taux de conversion du produit, c'est-à-dire combien de gens achètent par rapport à ceux qui visitent la page produit. Il n'est pas conseillé d'amener du trafic de l'extérieur d'Amazon sur votre page produit, comme des publicités Facebook ou Google par exemple, parce que les conversions seront moins importantes que le trafic qui est déjà sur Amazon et cela risque de péjorer votre classement. Cependant, vous pouvez créer des publicités ciblées et payantes à l'intérieur de la plateforme Amazon. Troisième facteur, l'optimisation SEO de la page produit pour les mots-clés que les gens recherchent. Mettez-vous à la place de l'acheteur et demandez-vous ce qu'il saisirait dans la barre de recherche d'Amazon s'il cherchait votre produit. Essayez vous-même de saisir la requête sur Amazon et vous verrez qu'en tapant les premières lettres dans la barre de recherche d'Amazon, Amazon vous donne les mots-clés en relation avec cette requête. Amazon vous dit ce que les clients recherchent par ordre de priorité. Vous pouvez noter ces mots-clés et utiliser l'outil de suggestion de mots-clés de Google et connaître le volume de recherche de chaque mot-clé. Le volume de recherche sur Google est assez proportionnel à celui qui figure sur Amazon. Vous vous concentrerez sur les mots-clés dont le volume de recherche est le plus important. Maintenant, vous savez pour quels mots-clés vous voulez arriver en premier sur la page des résultats d'Amazon. Vous allez placer chacun de ces mots-clés une fois dans le titre du produit et une fois dans sa description. Quatrième facteur, l'attractivité des visuels et photos de votre produit. Les images et visuels de votre produit doivent être très alléchants et qualitatifs. Observez les photos des autres produits sur la page des résultats. Votre but, c'est de créer un visuel qui est plus accrocheur que vos concurrents. Montrez par exemple le produit, plus l'emballage, un très bel emballage qui souligne la valeur perçue. Montrez le produit en contexte d'utilisation avec des visuels de chaque élément qui se trouve dans la boîte, des vidéos du produit, etc. Même si Amazon est entièrement automatisé avec des algorithmes, n'oubliez pas qu'au final, ce sont des humains qui décident s'ils achètent le produit. Vos photos doivent leur faire envie. Cinquième facteur, l'équation prix-valeur perçue. Vous avez meilleur temps d'avoir un prix plus élevé
est de vous positionner sur du haut de gamme en augmentant la valeur perçue pour soutenir votre positionnement. En mettant ces 5 facteurs en place, pour votre produit à forte demande, la magie va opérer. Le produit va remonter dans les premières positions et vous vous retrouvez avec un best-seller. Mais il subsiste un inconvénient majeur avec Amazon, c'est que l'acheteur ne s'enregistre pas chez vous et vous n'avez pas accès aux clients. Pour y pallier, faites faire un emballage spécial pour votre produit sur lequel vous proposez à vos clients des rabais sur de futurs achats s'ils vous donnent leurs coordonnées. Ainsi, vous serez plus indépendant vis-à-vis d'Amazon, vous pourrez recontacter vos clients et créer une relation avec eux. N'oubliez pas de vous tenir au courant des conditions de la plateforme Amazon et de respecter les règles. Et pour finir, vous pouvez mettre en place un système automatique de sorte que chaque client qui achète reçoive un email après 5 jours dans lequel vous offrez des astuces pour l'utiliser et un lien lui demandant de laisser un avis concernant votre produit sur Amazon. Il s'agira comme d'habitude de ravir le client et de lui assurer un service après-vente irréprochable. Comment faire des promotions en ligne? Faire croître votre marque, augmenter vos profits et avoir du succès. Voici la solution. Pour catapulter vos affaires, vous pouvez élaborer des super promotions en ligne. Mais n'oubliez pas que ravir le client est votre meilleure stratégie de croissance. Chaque jour, des millions de personnes à travers le monde cherchent et achètent sur Internet. Voici comment les attirer. Plus de 92% des entreprises disposent d'un site rempli de textes et d'images. Génial! Mais de nos jours, personne n'a assez d'attention pour lire plein de textes. L'on préfère les vidéos. Vous commencerez donc par faire une vidéo de promotion qui va augmenter vos ventes. Vous y présenterez les bénéfices de vos produits ou services en amenant des preuves à chaque allégation. Vous ferez un entonnoir de vente pour conduire vos prospects sur une page d'atterrissage convaincante. Elle contiendra votre vidéo promotionnelle pour convertir bien plus qu'avec du texte. N'oubliez pas d'ajouter des services pour stimuler vos ventes. Vous faites tout ceci avec des techniques de marketing digital. Les moteurs de recherche restent déterminants lorsqu'il s'agit de se décider sur un achat. Plus de 2 milliards de recherches sont effectuées par jour sur Google. 85% des clients cherchent plus d'informations sur un produit en ligne avant d'acheter. Vous pouvez utiliser les réseaux sociaux pour annoncer vos nouveaux produits ou communiquer avec les clients que vous ciblez. Les clients peuvent ainsi discuter directement avec vous. Sans oublier YouTube, qui est un canal efficace pour cibler et convaincre vos prospects sur la qualité de vos produits. Enfin, adaptez vos promotions dynamiquement à chaque profil de client pour générer plus de prospects, de conversions et de profits.